Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 27 octobre 2022. Si vous vous rappelez, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'un poète, romancier, autobiographe, Claude Roy. Ouais, ce joli nom québécois. Mais Claude Roy n'est pas québécois, il est français. Et je vous racontais dans la première partie de sa vie, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais je voulais quand même vous montrer quelque chose. Vous vous rappelez, dans la première partie de sa vie, il avait été proche des Camelots du Roi de Charles Maurras et il avait gravité, il avait été ami avec Rebattet, avec Brasillac et, euh, et un autre, Thierry Monnier, voilà. J'ai le livre entre les mains, puis voilà. Et je vous disais qu'à la librairie, j'avais un ouvrage autographié de Thierry Monnier. Je vais vous le montrer et vous allez voir, ça a une petite particularité qui saura peut-être vous intéresser. Alors donc, oui, il est autographié à Roch-Pinard en hommage bien sincère de l'auteur et avec l'espoir que vous que avec l'espoir, je n'arrive pas à lire la suite. Alors, qui est ce Roch Pinard? C'est le papa de Daniel Pinard. Et Roch Pinard était un sénateur libéral, si je ne m'abuse. Et Daniel Pinard, vous le connaissez, c'est l'animateur télé. Et c'est par lui, je dirais, qu'a été introduit la folie des cuisiniers. Alors, les cuisiniers, la folie des cuisiniers, j'entends par là les innombrables émissions télé consacrées au mitonnage et les innombrables livres. En fait, c'est le père spirituel de Ricardo. Alors, mais un Ricardo qui aurait compris combien faire revenir à la poêle avec des oignons les clients. Alors voilà. Il ne fallait pas que je dise du mal de Ricardo à ma maman. Elle l'aimait beaucoup, 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 Ricardo. Alors oui, oui, c'est une introduction un peu étonnante parce que j'allais vous parler de deux livres, en fait. Deux livres qui, d'une certaine manière, se recoupent. Un auteur que j'ai passablement pratiqué, je vous montre le livre, Roger Laporte. Je vais y venir avec Roger Laporte. Roger Laporte a la, la notice Wikipédia est extrêmement laconique sur lui. En fait, ça se résume à trois lignes. Il est né en 1925, il est mort en 2001, il a publié 9 livres de son vivant. Et, et en fait, ce que ça dit en deux lignes, c'est qu'il n'a jamais su séparer l'écriture avec la vie spirituelle. Voilà qui est dit. Et la vie spirituelle, qu'en est-il lorsque la vie spirituelle, la vie intérieure, devrais-je dire, qu'en est-il lorsque nous sommes lecteurs? Et là, je vous montre à l'écran un livre que je n'ai pas encore ouvert. En fait, j'ai lu 3 pages, mais je vais vous en reparler parce que c'est extrêmement intéressant. Et c'est celui de Brian Stoke, Bibliothèque intérieure. Et, et c'est publié chez Millon. Alors, je vais vous dire en un mot ce que c'est Bibliothèque intérieure et je vais faire un recoupement avec une voix de fin silence. Récit, Roger Laporte. Récit, il faut le dire vite. Alors, il pose une question. Et je vais vous lire un passage. Je vais vous lire 2 petits passages ce soir. Il pose une question d'emblée, Roger Laporte, sur le cœur transparent. Ah, qu'est-ce que c'est le cœur transparent? Alors la question que je me pose et que je vous pose et que nous nous posons, avons-nous un cœur transparent? Alors la question que je me pose et que je vous pose et que nous nous posons, avez-vous, avons-nous un cœur transparent? Transparent. 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 Alors la question que je me pose et que je vous pose et que nous nous posons, avez-vous, avons-nous un cœur transparent?
ressentez-vous la nécessité d'en avoir un? Si oui, comment clarifier cet organe? Freud pensait que la culture, que l'usage de la culture, ne pouvait pas liquéfier et dissoudre les flux mauvais, les pulsions mortifères, que la bête humaine ne pouvait pas être, non pas rédimée, mais non pas sauvée non plus, ne pouvait pas être transformée par la pratique de la lecture. Ce que ne croyaient pas les anciens, de Saint-Augustin à Pétrarque. Brian Stokes, dans l'ouvrage Les bibliothèques intérieures, lui, à partir de recherches qu'il a fait sur ses auteurs, recherches de textes, que l'exercice de la lecture en est un de connaissance de soi. Et que la connaissance de soi est une clé pour avoir une vie bonne, telle que la définissaient les anciens. Et c'est une longue tradition de penser que par la lecture, par la méditation de la lecture, on pouvait avoir accès au soi. Et que ce soi-là, une fois bien compris, une fois où les zones d'ombre auront été bien délimitées, pouvait offrir un espace à la fois de liberté, à la fois d'espérance et à la fois de compréhension. En quelque sorte, j'aurais envie de dire, c'est Freud et Saint-Augustin s'affrontant dans le ring. Pour Freud, évidemment, la grâce ne pouvait pas surgir. Pour Saint-Augustin, qui, pendant ses lectures, a entendu même la voix de Dieu. Alors, Saint-Augustin, vous le savez, c'est un pécheur comme vous et moi. Alors que la lecture, la pratique de la lecture méditative, au fond, eh bien, récuserait cette vision pessimiste, radicalement pessimiste, que Freud avait. Et cette vision pessimiste reposait, entre autres, sur ce constat assez accablant que le genre humain est nécessairement dépressif parce que ressentant les fers mortifères de la finitude. Et ici, je vais vous offrir une très courte citation relevée par Brian Stokes dans son livre Bibliothèque intérieure, hein, le titre. Je le sais que le titre, vous le trouvez beau. Moi, je tiens le livre, je fais juste regarder le titre. Et déjà, je me sens bien. Alors, ce qu'il nous dit, et c'est tiré de la vie solitaire de Pétrarque. Bon, Pétrarque, vous savez c'est qui. C'est un poète florentin du 14e siècle, qui est né au début, 1302, je pense, 1302. Un poète florentin, qui est donc un poète italien de le haut Moyen-Âge. Hein, le Moyen-Âge avait encore 2 siècles d'existence avant la découverte de l'Amérique. Alors, ce que nous dit Pétrarque dans La vie solitaire, et qui fait l'éloge de l'écriture, faisant l'éloge de l'écriture et de la lecture, tous ces livres sont l'expression majestueuse de la conscience universelle et répondent mieux à nos vues quotidiennes que l'almanach de l'année ou le journal du jour. Mais ils sont pour l'intimité et doivent être lus à genoux. Leurs messages ne sont pas faits pour être donnés au prix des lèvres ou du bout de la langue, mais le visage enflammé et le cœur palpitant. L'affection devrait les donner et les prendre, la solitude et le temps les alimenter et les mûrir, les héros se les assimiler et les faire passer dans l'action,
ils ne se ramènent pas à des lettres imprimées sur une page, mais sont des caractères vivants. Il y a quelque chose qui m'étonne. C'est peut-être que ce n'est pas, en fait, ce n'est pas, oui, Emerson, Pétrarque a écrit Une vie solitaire. D'ailleurs, mais c'est des pages d'Emerson. Alors, pardonnez ma méprise. Je ne recommencerai pas la vidéo. Parce que c'était pas... il y a deux passages tirés d'Emerson. Mais de toute façon, je vous ai dit que c'était tiré de Bibliothèque intérieure. Alors oui, parce que là, relisant l'almanach, où il n'y a pas d'almanach au 14e siècle, et ni d'imprimerie, ni la lecture des journaux. Donc, c'est Emerson, ce transcendentaliste américain. Alors, pardonnez ma méprise. C'est ça quand on fait usage de sources secondaires. Alors, revenons-en. Alors, c'est Emerson. Voilà. Je vous ai induit en erreur, mais vous m'avez pardonné. Car, entre-temps, vous avez su vous doter d'un cœur transparent. J'en suis à peu près certain. Alors, Roger Laporte, sur cette question, c'est lui, en fait, qui pose la question sur le cœur transparent. Et tenez, je vais vous lire tout de suite le passage dont il est question. Avant d'écrire, demande-toi si ton cœur est transparent. Je m'étais fixé cette règle car je savais qu'écrire était inutile tant que je n'étais pas à l'écoute, mais si mon cœur était opaque, devais-je seulement me garder d'écrire à contretemps et me contenter d'attendre passivement le retour du moment favorable? En me posant cette question, j'avais eu l'impression de toucher un problème que je n'étais pas encore capable de poser, dont je sentais seulement la complexité. Et pourtant, m'en remettre au seul hasard était certainement une erreur. Je me sentais responsable de l'écoute, point de départ de l'écriture. Il ne m'appartenait sans doute ni de provoquer en moi son apparition, ni même de la mériter, mais je savais d'expérience qu'elle était inséparable du recueillement, et ainsi j'estimais qu'en me recueillant, je pouvais aller à la rencontre de l'écoute. Ce matin, dès le réveil, j'ai agi comme si j'étais confié à moi-même. J'ai évité toute distraction, toute agitation, et tout en vaquant aux occupations matinales, heureusement peu absorbantes de ma vie d'homme, je pensais au moment où je pourrais écrire. Je ne cessais de penser à mon travail. J'étais tout à fait concentré et bientôt j'éprouvai un vif désir d'écrire. Des pensées se rapportant à mon travail me venaient à l'esprit. Et je fus un instant tenté de me mettre à écrire, sans plus tarder. Mais cette ardeur n'était point ce que je cherchais. Je n'étais toujours pas à l'écoute. Je laissais passer des idées pourtant attirantes, et bientôt mon esprit s'apaisa. J'étais sans inquiétude, mais il serait inexact de parler d'une confiance, une attente, en dehors de la certitude, comme de l'incertitude, régissait mon esprit et mon cœur. Et si je savais ce que je désirais, l'écoute, j'avais cessé de guetter le moment précis de sa venue. Je m'étais senti responsable de la présence ou de l'absence de l'écoute pure. Je m'étais en conséquence pris moi-même en charge. J'avais cherché le recueillement. J'étais parvenu à un désir si léger que du moins il n'altérait pas le calme. Mais j'eus l'impression que je ne pouvais ni ne devais en faire davantage.
À présent, en écrivant ce récit, je prends conscience que tout s'est passé comme si je m'en étais remis à cette attente, pourtant pure, du soin d'exaucer mon désir, mais tout a eu lieu spontanément et comme à mon insu. Juste au moment où je constatais que j'étais tout à fait recueilli, je m'aperçus que depuis un court moment déjà, c'était de nouveau la pure écoute. J'ai hésité. J'étais porté à écrire, à aller de l'avant. Mais ne donnerais-je pas une image partielle, et donc fausse, de mon expérience en passant sous silence ce mouvement par lequel, sans écrire, j'étais allé jusqu'au point de départ de l'écriture? Telle fut ma question. Mais le temps de me la poser et déjà je n'étais plus au niveau de l'écoute pure. Au lieu de reprendre sa description, j'ai donc rapporté ce qui a précédé son apparition. J'ai fait ce récit de peur de donner une image partielle de mon expérience, mais ainsi je l'ai tronqué de manière non plus fictive, mais réelle, puis ce qui aurait pu avoir lieu ne peut plus se produire. Je me rassure en pensant que c'est seulement partie remise, qu'un autre jour je ne laisserai pas passer la chance. Mais alors il me faudra être moins maladroit, et c'est pourquoi mieux vaut pour le moment prendre conscience des raisons de mon échec. Je suis sans excuse. Au moment où je me posais la question de savoir si je devais ou non faire le récit de ce que m'avait porté jusqu'à l'écoute pure, je savais déjà la réponse, elle était négative. À l'instant même où je m'écartais, j'en ai pris conscience, mais je n'ai pas pris cet avertissement au sérieux. Et c'est ainsi que je n'ai pas utilisé cette capacité que pourtant je possède, de savoir à chaque instant où j'en suis. C'est un phénoménologue, Roger Laporte. Écrire, j'en ai la confirmation, est bien inséparable d'un art d'écrire. Et cette fois-ci, je vois quelle a été ma faute. Au lieu de suivre le mouvement qui me portait, j'ai voulu répondre à un tout autre impératif. Mon souci d'intelligibilité n'était pas nécessairement illégitime, mais mon expérience même ne me portait alors nullement à faire ce récit, ce qui aurait dû être une raison suffisante pour me faire renoncer sur le champ à mon projet. Ma route est en elle-même sans obstacle, et c'est pourquoi l'épithète difficile, qualifiant l'art d'écrire, m'avait paru à bon droit inexact. Mais en revanche, ma grossièreté, ma raideur, ma méfiance font obstacle. L'art d'écrire n'est point une question de force, ou même de courage, mais il s'agit plutôt d'une attention, d'une certaine qualité d'attention, d'une acuité et en même temps d'une souplesse qui me permettrait d'exécuter la manœuvre au moment même où je saisirais ce qu'il convient de faire. Je suis libre. L'écoute pure, en rien ne s'impose. Et j'ai pu, sans la moindre difficulté, sortir du chemin. Mais c'est pourquoi, éviter le retour d'une telle erreur, il faudrait être prévenant et donc d'abord accueillant, ouvert à ce qui peut venir. En ce cas, mon oui serait possible et même facile, car il serait seulement la confirmation d'un consentement déjà donné. Mieux
vaut être lucide. Je n'arriverai pas dans un proche avenir à savoir écrire. Je peux seulement ne pas tout à fait désespérer d'y parvenir un jour. Alors, Roger Laporte, au fond, n'aura fait qu'une chose: écrire sa biographie, écrire sa vie. Mais comment articuler une vie vécue et une vie penchée sur son écritoire? En en se rêvant d'avoir un cœur transparent, comme il le dit d'emblée. Et si écrire et vivre, au fond, était irréconciliable, est-ce que l'on peut échouer sa vie parce que l'on aurait passé son temps à tenter de l'écrire? Est-ce qu'un auteur qui aurait différé à l'infini l'acte d'écrire, jugeant que son cœur n'est pas assez transparent pour se mettre à l'œuvre, pourrait avoir, d'une certaine manière, plus de valeur sur le plan humain qu'un auteur qui œuvrerait le cœur brouillé et l'esprit barbouillé? Claude Edmond Magny, dans L'art d'écrire, pose ce genre de questions. Pour elle, on ne peut pas écrire vraiment si on n'a pas passé par le laminage de la connaissance de soi. Et c'est là que le malicieux Freud bondit hors de son fauteuil, brandissant son cigare incandescent sur votre cœur apeuré. Lui, il mettait le doigt sur les bobos. Peut-être jugeait-il que de nous tendre un miroir où apparaîtrait notre visage torturé par l'horrible découverte de la connaissance de soi était le maximum de ce qu'il pouvait offrir au genre humain. Mais Roger Laporte aura passé sa vie à essayer de saisir le mouvement de l'écriture. Et vous l'avez entendu, il est à la recherche de quelque chose qui s'appelle l'écoute pure. Ça rejoint Saint-Augustin. Ça rejoint Pétrarque et non pas Emerson. Mais Emerson aussi, comme le dit Brian Stoke, ses textes avaient des accents pétrarquiens. C'est pour ça que j'ai confondu ici les deux citations. C'est que Pétrarque apparaissait dans la partie et Emerson le récupérait à son compte. Je pense que la mise en retrait, en fait, vous savez, l'idée que je caresse déjà depuis un moment, c'est que nos bibliothèques personnelles deviennent en quelque sorte des petits monastères sécularisés. Que d'une certaine manière, on doit maintenir un certain nombre de choses, en espérant peut-être que ces choses-là ne soient pas tout à fait inutiles, qu'on doit maintenir des zones de silence, qu'on doit fabriquer des zones de recueillement, que tout ça peut se faire dans notre propre domicile. Il suffit de peu de choses, une pièce isolée ou même un coin de pièce isolé, avec quelques livres, qu'on lit comme on prie, qu'on lit, d'ailleurs j'avais appris un mot, parce qu'il y a j'ai deux livres de Brian Stoke.
Donc, je me suis porté acquéreur il y a assez peu de temps, et même il y a à peine quelques jours, et je ne sais pas où j'ai mis l'autre. C'est ça, hein, ma bibliothèque, j'ai beau faire l'apologie des bibliothèques, la mienne me malmène plutôt. Ah, oui. Alors c'est sûr que je vais y revenir parce qu'il y a trop de choses intéressantes dans cet ouvrage de Brian Stoke, Bibliothèque intérieure. Alors, vous voyez, j'ai essayé de tisser une sorte de lien entre ce laborieux et difficile exercice de la connaissance de soi qui se fait dans le silence, qui se fait à l'aide de certains auteurs qui ont pratiqué l'introspection, qui ont pratiqué l'introspection comme don de soi aux autres, et Roger Laporte, qui lui aura passé toute sa vie à saisir ces mécanismes-là. Et j'aurais envie de dire que toute son expérience d'écriture, au fond, est un échec généreux. Est un échec parce que, bon, oui, là, vous l'avez entendu, il pense qu'il va finir par y arriver. Mais l'art d'écrire et l'art de vivre, ce sont deux choses très différentes. Et que peut-être, pour arriver à vraiment posséder l'art d'écrire, faut-il avoir trouvé les moyens de se doter d'un cœur transparent. À demain.